Et après tout, on peut parler autant qu'on veut du patrimoine syrien et lui donner la connotation internationale qu'on veut et dire que c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité. On peut lui donner tous les titres qu'on veut. Avant tout, c'est un patrimoine syrien. Et c'est eux qui vont vivre à côté de lui et c'est eux qui vont grandir à côté de lui ou vieillir à côté de lui. Donc, il ne faut pas les omettre de l'équation. Mais en ce qui concerne les sites fouillés, les catastrophes sont totales dans certaines zones. Et là, j'indique deux zones particulièrement. D'abord, la zone qui se trouve à la frontière irakienne et qui touche directement les deux fameux sites de Tal Hariri Mari et de Dura Oropos. Je crois très sincèrement que la question de la Syrie ne dépend plus de la Syrie. C'est une question de politique internationale. Les décisions se prennent à très très haut niveau. Et apaiser la situation ou ne pas l'apaiser sont des questions dont on ne peut pas trouver de réponse nous-mêmes, parce qu'on ne détient pas le pouvoir. La situation, puisque vous avez fait le rapprochement entre l'Irak et la Syrie, et maintenant c'était 10 ans sur le pillage du musée de Bagdad, et donc on avait essayé de faire ce lien aussi, et on s'est dit que avec ce qui se passe en Syrie, l'Irak va être un terrain de jeu, avec tout le pillage qui a eu lieu, avec tout ce qui s'est passé, mais le drame syrien risque d'être encore plus grave. Je sais qu'il est pratiquement impossible de mettre sur une balance les malheurs, qu'il y a eu plus de malheurs, et c'est très faux comme principe, parce qu'on ne fait pas de compétition, mais le niveau de destruction et de pillage qui a lieu maintenant en Syrie risque de mener l'affaire de façon encore plus grave. Et ceci parce que, étant donné que les deux pays sont dans une même zone historique et géographique et qui sont dans une continuité, eh bien le trafic d'antiquités aussi est dans la même continuité. On avait bien commencé en Irak dans les années 90, on a explosé en 2003 avec un pillage massif, les sites du sud de l'Irak ressemblaient vraiment à la surface de la Lune, le trafic d'antiquités était très 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 bien organisé, et du coup, maintenant avec la guerre en Syrie, ça continue encore plus. Donc l'hémorragie, si vous voulez, qui a commencé en Irak, prend un nouveau sang en Syrie et continue à une échelle
du jamais vu. Non, ce ne sont pas les mêmes, parce que ce qui arrange tout le monde, c'est qu'on trouve une population locale. Et donc, du coup, le coupable est local, mais on l'oublie. Et on veut toujours omettre le fait qu'une personne ne pille jamais une antiquité qui n'est pas vendue. Donc, si le marché n'existe pas, il n'y aurait pas de pillage. Si on ne savait pas on meurt de faim, on est dans une situation de guerre, nos enfants sont là, il n'y a rien, mais qu'il y a une possibilité de ressources économiques dans le site archéologique qui se situe à côté. Si cette possibilité de ressources économiques n'était pas possible parce que le marché n'existe pas, elle ne serait pas une ressource. Ça sera le site à côté. Un point, c'est tout. Et donc, on devient coupable parce qu'on est pilleur. Mais le vrai coupable n'est pas le pilleur. Le vrai coupable, c'est l'acheteur. Si on arrête là, l'autre ne pourrait pas le faire. Mais est-ce que ce coupable, l'acheteur, est-ce qu'il sera jamais remis en question? Non. Parce que c'est des gens très puissants. Parce que c'est des gens qui existent dans les pays très riches. Parce que ce sont des pays importateurs d'antiquités. Et que ce n'est pas grave d'acheter des antiquités. Alors, on va aller chercher le coupable du côté syrien. Et qui est ce coupable? Qui est ce coupable? Est-ce le paysan à qui il n'a pas pu vendre son blé et qui a besoin d'argent pour vivre avec sa famille? Le pays est dans un état de guerre depuis 2 ans. Qui est le coupable? C'est le petit mercenaire qui est là, à qui on a dit si tu trouves 2 objets, on peut te donner encore plus d'armes. Qui est le coupable? Celui qui croit vraiment qu'étant donné, il est en train de mener une guerre pour la liberté de son pays, et alors par conséquent tous les moyens sont possibles, et on lui a fait croire que le site archéologique de toute façon n'est pas important parce qu'il n'est pas à toi. Qui sont ces coupables? Et on va venir les inculquer sous quelle forme? Si on n'a pas un sentiment d'appartenance et de savoir à l'avance que ce site archéologique nous appartient et que ce qu'il y a à l'intérieur appartient à l'ensemble du peuple et donc ce n'est pas une propriété privée dont je peux puiser comme je veux, on n'a pas le droit. Donc c'est des questions à la fois pas idéologiques mais profondes parce qu'on peut venir on peut venir dire tu es coupable, mais lui il ne se voit pas comme étant coupable. Comme tout à fait comme l'opposition syrienne qui s'appelle, on dit et on l'a affirmé aux médias américains qu'ils sont en train de vendre les antiquités pour financer eux-mêmes l'achat des armes. Selon les journalistes américains du Washington Post et du Times et du New York Times, oui, ils leur ont dit, ils avaient des antiquités avec eux. Moi, je ne les ai pas vus personnellement, mais je sais que le trafic d'antiquités syriennes se fait énormément à Beyrouth. Ça grouille, disons. Et qu'il y a beaucoup d'échanges armes contre antiquités. Et donc, pour eux, c'est juste un autre moyen. De financement, moyen de financement. Oui, pour qu'ils soient indépendants. Donc pour qu'ils ne soient pas là en train d'attendre l'argent qui va venir de là où ça vient. Donc, mais il est aussi important de dire que ce qui est très triste, c'est que le marché d'antiquités, depuis la guerre d'Irak, a aussi beaucoup changé de cours. Donc ce ne sont pas uniquement les pays importateurs européens et américains et japonais qui sont la première cible. Non, maintenant c'est aussi les Émirats arabes qui achètent. Et donc la demande est devenue beaucoup plus forte. Et l'offre est devenue beaucoup plus forte et plus proche. Et il faut répondre. Et on a besoin d'armes. Et on se croit dans une situation de guerre. Et dans une situation de guerre, alors le principe des guerres propres, les guerres propres avec les conventions, et on fait le moins de carnage possible, ne sont pas applicables aux guerres civiles. Donc il n'y a pas de limite. La Syrie se dit en guerre. Beaucoup plus confortant de l'appeler conflit. Parce que quand on dit conflit, et conflit armé, et quand on ne déclare pas
officiellement qu'on fait la guerre à un autre pays, on n'est pas obligé de suivre les conventions internationales. Donc, c'était l'opposant. C'est les autres qui font leur propre guerre, qui en sont responsables. On soutient une fraction contre une autre, mais on ne fait pas la guerre, donc on n'est pas obligé de suivre les conventions. On est signataires. Il est illégal par rapport aux conventions internationales. Il est illégal par rapport à l'UNESCO. Il est illégal par rapport aux gens du métier. Il n'est pas illégal pour les gens qui font la guerre. Pour les gens qui font la guerre, survivre et gagner est tout à fait légal, et par tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour arriver à ce qu'on veut. Et donc, il est illégal si on est signataire des conventions de l'UNESCO. Si on ne l'est pas, il ne l'est pas. Sauf à l'armée. Et dire, et essayer d'appeler à ce qu'on respecte les sites du World Heritage, parce que c'est les sites qui dépendent d'elle, ou bien les sites déclarés, mentionnés dans la Convention de La Haye quand on est signataire. Mais étant donné que la Syrie n'est pas signataire du deuxième protocole de la Convention de La Haye, donc l'état de guerre civile ne concerne pas les sites archéologiques. Donc c'est vraiment, vraiment aux Syriens de décider s'ils veulent détruire ou pas. La Syrie va rentrer là dans la phase de reconstruction. Une fois, elle va passer quelques années à essayer de repérer les dégâts et de savoir l'ampleur de ces dégâts avant de reprendre n'importe quelle mission archéologique. N'importe quelle mission archéologique qui va retourner en Syrie maintenant, ses premières années de fouilles seront uniquement pour calculer les dégâts. Que ce soit à Ebla, par exemple, où on vient de lire des reportages journalistiques qui décrivent les tunnels creusés en dessous du site archéologique pour aller chercher la découverte de nécropoles, n'importe, ou bien que les sites sur les grandes cités mésopotamiennes sur l'Euphrate, qui sont d'autres petits sites qui sont fouillés au bulldozer. Donc, la première étape n'est pas le retour des missions, mais c'est essayer de mesurer l'ampleur des dégâts. Et qu'est-ce qu'il est encore possible de sauver ou pas. La deuxième phase, c'est bien sûr le patrimoine archéologique et architectural, qui va rentrer dans une phase de restauration massive. Et là, la Syrie va rentrer dans la problématique. Qu'est-ce qu'il faut conserver? Comment faut-il restaurer? À l'authentique, pas à l'authentique? C'est une problématique. Puis, il y aura la reconstruction du pays avec tout ce que ça entraîne comme fouille de sauvetage. Et quel modèle va-t-on appliquer? Est-ce qu'on va répliquer le modèle de Beyrouth? Est-ce qu'on va inventer un nouveau modèle? Le modèle de Beyrouth est un modèle très très intéressant qui dit que, étant donné qu'une ville va aller vers l'avenir, elle a besoin de parking. Étant donné qu'on a besoin de parking, et il faut que les parkings soient profonds parce qu'il y aura beaucoup de voitures, il est très difficile de conserver l'archéologie. Par conséquent, on peut l'enlever avec les bulldozers. Et c'est un modèle qui, malheureusement, peut être est très facilement réplicable parce que ça entraîne une construction très rapide et donc un sentiment d'avancer vers un futur de paix qui est très rapide et très moderne. Et toutes les villes vont finir par ressembler à Dubaï, c'est très beau. Mais en même temps, moi, j'ai beaucoup d'espoir que les Syriens vont refuser ce modèle. Parce que les Syriens, à la différence des Libanais, n'ont pas cessé de vivre dans leur ville historique. Et ils en sont très attachés. Donc, vivre dans le vieux Damas, ou bien vivre dans le vieux Alep, ils l'ont vécu. Ça fait partie d'eux. Jusque-là, la population n'a pas été expulsée de ces zones. Et ces zones historiques classées patrimoine mondial ne sont pas devenues des zones de guerre, comme c'était à Beyrouth. Et donc, si elles restent des zones de non-conflit, disons, donc épargnées jusqu'à une certaine mesure de la guerre, alors qu'on sait déjà que le vieux Alep ne l'est pas, mais donc on a encore des risques
on a encore des espoirs qu'à la fin de la guerre, ça ne sera pas la destruction totale. Et après cela, il faut revoir aussi les dégâts par rapport au musée. La Syrie était très très fière de ses 25 musées de province. Et la Syrie a utilisé pendant les 20 dernières années l'archéologie comme un très très grand outil pour le développement du tourisme culturel. La Syrie, les panneaux d'affichage de la Syrie dans le monde entier, c'était terre de civilisation. Alors que dans d'autres pays moyen-orientaux, on ne se présentait pas comme tel. Donc pour elle, l'archéologie était un point très très fort pour un tourisme culturel. Et pour cela, elle a développé les musées de province, dans toutes les provinces, dans l'ensemble des provinces de la Syrie, développé les sites archéologiques, aidé aux missions. Mais c'est le revers de la médaille. C'est que quand on va dans une situation de guerre, ce patrimoine devient une ressource économique pour les gens qui habitent. Et le plus grave et le plus dangereux encore, c'est que ces gens le connaissent à sa valeur économique, mais ils connaissent aussi sa valeur archéologique parce qu'ils ont travaillé avec les missions. Et ils connaissent aussi comment fouiller parce qu'ils ont fouillé avec les missions. Et ils savent comment faire, et donc ils peuvent payer encore plus vite. La Syrie se croyait dans une paix, et donc elle avait fait ses plans de développement pour aller vers un avenir de paix. Et pour cela, l'archéologie était très importante. Le peuple syrien a développé un sentiment d'appartenance et de savoir que cette archéologie lui appartient. Ce qui est génial. Ce qui aide beaucoup à la protection. Donc moi je crois très sincèrement qu'à la fin de la guerre, quand on vient en Syrie pour voir qu'est-ce qui s'est passé, je suis certaine qu'on va trouver dans tous les musées des gens qui ont risqué leur vie pour sauver des objets. Et qu'on va trouver des gardiens de sites qui ont été par exemple parfois peut-être tués ou d'autres qui ont pour essayer de sauver les sites. Les Syriens connaissent la valeur de leur patrimoine et ils savent que c'est le leur. Parce que aussi, à un certain moment, l'État syrien a utilisé le patrimoine de façon très politique, très claire. Je me rappelle, au musée de Damas, ils avaient inscrit à côté d'une tablette en écriture cunéiforme d'Ougarit, donc le peuple syrien est très fier de son premier alphabet. Donc il y a une appropriation politique à la fois du patrimoine et une identification politique. Mais ceci fait que c'est un sentiment qui existe et qui peut être très 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 bénéfique en temps de guerre. Pour une partie de la population, bien sûr, l'autre partie va aussi l'utiliser pour le pillage. Mais il y a les deux. Alors le retour des missions européennes et des missions étrangères en Syrie, je ne sais pas, mais on peut donner des exemples. Le Liban avait connu de nombreuses missions archéologiques avant la guerre de 1975, mais il est vrai que la guerre a perduré et on est en 2014, en 2013, on va vers 2014, et il n'y a pas encore un retour massif des missions archéologiques alors que ça fait 20 ans que la guerre a été. L'Irak, qui avait un nombre similaire de missions archéologiques, la Syrie avait plus que 100 missions archéologiques en 2010, fouillant en Syrie, et qu'il avait ça dans les années 80, on est en 2013, après 10 ans, c'est vrai que la guerre est continue, et ils sont à 5 missions archéologiques. Et c'est très triste, mais le malheur des Syriens fait le bonheur des pays tout autour de la Syrie, qui pour l'instant sont en conflit direct pour essayer de récupérer les missions archéologiques qui fouillaient en Syrie. Et une fois que la mission archéologique va reprendre terrain dans un autre pays, il lui faut un certain nombre d'années pour démarrer, et donc ces financements sont tournés vers d'autres pays. Vous savez, tout le monde est en train de les récupérer. La Jordanie, le Kurdistan ouvre grand ses portes pour les missions qui travaillaient en Irak, mais aussi en Syrie. Ils sont maintenant à 38 missions archéologiques au Kurdistan, alors qu'ils n'en avaient pas. La Jordanie, le Kurdistan, le Liban, mais pas beaucoup, la Turquie certainement. Donc ça dépend des zones dans lesquelles ils travaillent. L'Irak a récupéré 10
qu'il avait perdu pendant le pillage du musée de Bagdad 18 000 objets. Et que jusqu'à présent, il a récupéré, après 10 ans, autour de 7 500 objets. Mais ces 7 500 objets ne sont pas des objets du musée. Ce sont des objets récupérés par les douanes. Les objets des musées ont toujours un numéro qui porte sur eux et ils existent dans les catalogues du musée avec une photo. Et du coup, si ces objets de musée sont mis sur le marché et qu'ils sont identifiés comme tels, le pays, selon la convention de l'UNESCO de 1970, a le droit d'aller demander et d'exiger le retour de ces antiquités puisqu'il a des papiers qui justifient l'appartenance de ces objets au musée. Très bien. Pour ce qui est des objets archéologiques trouvés sur les sites, si l'objet en question n'a pas une inscription sur laquelle qui marque automatiquement son site de provenance, bah, tu peux dire que ça sort de la Turquie ou du Liban. Donc, on perd le justificatif géographique. 2. Qu'est-ce qui te prouve qu'on vient de le découvrir durant le dernier conflit? Il y a un antiquaire qui me disait falsifier les papiers d'appartenance d'un objet archéologique à une collection qui existe depuis 1900 est aussi simple que bonjour. Donc, retrouver et récupérer ces objets, si la récupération ne se fera pas par les douanes, ça va être extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Et la Syrie sera obligée de mettre une armée d'avocats pour tenter de rentrer en conflit légaux contre les grandes galeries d'antiquités. Donc, non. Moi, je suis très, très, très pessimiste. Du moment que l'objet quitte son pays d'origine, disons, sur les 100 000 objets, on peut retrouver 1, 2, 3. Tous les pays... alors, les États-Unis et l'Angleterre ont signé des accords après le pillage du musée de Bagdad, et comme la vente d'antiquités était très très importante, et surtout durant l'embargo, ont signé des conventions d'interdiction de vente d'antiquités irakiennes dans ces pays, dans ces deux pays. Et ceci ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vendues ailleurs. L'Europe, bien sûr, a le monopole du marché d'antiquités dans le monde. Mais il y a aussi le Japon qui est très prenant, mais il y a aussi, comme je disais avant, les Émirats arabes. Les Émirats arabes, c'est récent, ça ne fait un peu plus qu'une décennie, qu'ils se sont mis à collectionner ces antiquités, mais en quantité. Et donc l'idée, c'est de créer des musées dans les Émirats qui peuvent concurrencer les musées européens. Pour les deux, on a oublié que ces musées sont des musées importateurs d'antiquités qui ne sont pas les leurs. Et donc d'antiquités achetées sur un marché. Et que ce n'est pas nécessaire d'avoir des antiquités syriennes à Qatar. L'important pour le Qatar, c'est d'avoir ses propres antiquités. Mais c'est un principe que le marché de l'art refuse. C'est un principe qui a été utilisé par les grands musées du monde. Et comme quoi, on est là, et chez nous, on peut voir toutes les civilisations. Et qui est copié. Et donc les antiquités syriennes finissent dans ces régions, principalement. Bien sûr, vous avez la Suisse, la Belgique, la France. Ougarit, on n'a rien entendu. Très franchement, on n'a rien entendu. Mais la région de Ras Shamra est une région qui, paraît-il, n'a pas été entraînée dans la guerre comme les autres régions. Mali non plus, il n'y a pas de reportage qui arrive, parce que vous savez, il faut attendre les reportages. Et parce qu'il faut vraiment se fier au Facebook et à YouTube, où on a beaucoup de groupes maintenant qui sont là sur Facebook et qui montent
qui mettent sur place des photos. C'est très très intéressant parce que ça nous permet de faire un suivi de l'actualité. Mais on peut visionner jusqu'à 4 heures de vidéo footage sur le patrimoine irakien et n'en pas trouver un seul qui soit vraiment crédible. Et donc pour moi, la source des informations reste en premier lieu les reportages et deux, bien sûr, les archéologues qui restent en contact avec les gardiens des sites quand il est possible d'appeler. Les sites archéologiques militaires ne sont pas militaires par hasard. Ils sont militaires parce qu'ils ont une position stratégique qui est exceptionnelle. Et quand on est en état de conflit, eh bien ces sites reprennent leur position première qui sont des sites militaires stratégiques. Alors, archéologiques ou pas, quand on est au Krak des Chevaliers, on surplombe la région et on l'a sous la main. Ou bien, et quand on est dans la citadelle d'Alep, on surplombe Alep, on l'a sous la main. Ça, plus le fait que la citadelle d'Alep représente Alep, donc si tu as toujours la citadelle, tu tiens la ville. Donc tu as les deux portées, tu as la portée militaire, qui est très importante, mais tu as aussi la portée signification, qui est très importante. Donc si tu perds la citadelle, tu perds les deux. Et du coup, la tenir et rester présent devient un symbole. Et c'est là que les sites archéologiques et le site archéologique ou l'objet patrimonial devient, dans le conflit, source de conflit. Et on peut finir par avoir des batailles qui portent les noms de ces sites archéologiques. C'est très triste, mais c'est très vrai, parce qu'il ne faut pas les perdre. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour la grande mosquée omeyyade d'Alep, qui à un certain moment dans les conflits a été prise entre les deux armées. Et il y a eu un conflit à l'intérieur, et des clashs à l'intérieur, et les gens de l'armée en sont sortis par les portes derrière, et les soldats et les mercenaires syriens sont rentrés à l'intérieur, on entend des clashs, on voit, et ils ont filmé avec, c'est très amusant, parce que maintenant même les militaires et les militants filment avec leur cellulaire, et qu'ils remettent ça sur Internet. Donc ils ont maintenant aussi une autre fonction, autre que de piller, de faire la guerre, mais aussi de filmer leurs exploits. Ils deviennent journalistes. Et donc ils filment leurs exploits, ce qui est pour nous un témoignage pour voir quel est l'état des lieux. Mais on sait par exemple que juste après, l'armée syrienne a repris la mosquée. Donc la mosquée a changé de main et qu'il y a eu énormément de dommages à l'intérieur, surtout pour tout ce qui est incendie et de tirage à la va-vite, quoi. En s'assurant qu'on oui, on est maître des lieux, donc on peut mettre des balles partout dans les murs. Mais ce qui est très triste dans cette histoire, par exemple, c'est que le président de la Syrie, donc Bachar al-Assad, a déclaré le lendemain qu'il va commencer une opération de restauration de la mosquée qui va finir dans 1 an. Et ils envoient un ingénieur sur le site, un architecte sur le site pour repérer les dégâts. La mosquée était encore sous sniper. Donc, ils étaient là. On lui a tiré une balle dans la jambe. Il a eu une hémorragie totale. Dans la cour de la mosquée, il est décédé. Lui donner cette mission est suicidaire. Parce que c'est l'envoyer à la mort. Envoyer directement à la mort. Et il est parti à sa propre mort. Et il a retrouvé la mort sur un site archéologique. C'est très triste. Et ça montre à quel point le site continue à avoir une portée patrimoniale parce que le président, les autorités syriennes veulent montrer qu'ils restent les protecteurs du patrimoine et pour cela ils sont capables d'imposer toute forme de décision et les autres vont montrer qu'ils sont là et c'est eux qui contrôlent le patrimoine ou pas et comme cet ingénieur, le site aussi est pris entre deux pièges, entre deux feux. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il est, sauf si bien sûr la guerre va commencer à tourner autour de lui pour prendre le Krak des Chevaliers. Mais là, on sait qu'il a eu des pillages,
c'était au début, et que l'armée siège dedans. Alors quels sont les dégâts? On ne sait pas. Mais on sait que, bien sûr, maintenant la guerre va vers Damas. Et on sait maintenant que le musée est vide. Et que même le jardin du musée est vide. Bien sûr, ils ont fait des opérations pour vider. Les Syriens disent que les objets sont cachés dans les coffres des banques nationales, les petits objets, qu'il n'y a pas de risque. Comment ils ont entouré les grands objets? Comment on a protégé? Où est-ce qu'on a mis? Aucune idée. Personne ne sait et il vaut mieux faire confiance aux Syriens, savoir qu'ils le feront, qu'ils le feront bien. Surtout les Syriens. Après tout, c'est leur pays. C'est à eux de décider autant que possible. Parce qu'avec une telle intervention étrangère sur leur sort, de ce qu'ils veulent. Et après tout, on peut parler autant qu'on veut du patrimoine syrien et lui donner la connotation internationale qu'on veut et dire que c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité. On peut lui donner tous les titres qu'on veut. Après tout, c'est un patrimoine. Avant tout, c'est un patrimoine syrien. Et c'est eux qui vont vivre à côté de lui, et c'est eux qui vont grandir à côté de lui, ou vieillir à côté de lui. Donc, il ne faut pas les omettre de l'équation. Tout à fait, mais c'est aussi un patrimoine. Dans ce patrimoine mondial, ce qui est exceptionnel à la Syrie, c'est qu'elle a ses propres civilisations. La civilisation palmyrienne n'existe pas en dehors des murs de la Syrie. Elle participe à plusieurs niveaux. Ougarit, l'alphabet d'Ougarit n'existe pas en dehors d'Ougarit. Donc la portée qu'a la Syrie à l'histoire de l'humanité est énorme, parce que c'est vrai qu'elle est dans la continuité directe de l'évolution de cette humanité et de l'évolution de la civilisation qui a mené à l'état de lieu où on est aujourd'hui, mais elle est aussi portatrice et terre de civilisation syrienne, disons, terre de cette civilisation qui n'ont grandi que sur son pays et que sur son état. Et donc, son apport est exceptionnel. Et elle le savait, et elle le sait, et elle a toujours essayé de le défendre. Alors c'est un désastre total. C'est un désastre total vis-à-vis de tout ce qui est population. Tout le monde est inquiet d'abord et en plus, je peux vous donner les exemples de la population qui ont bougé et quitté leur maison et à Homs, à Hama, à Alep, dans des villes de l'intérieur, à Daraa. C'est une situation dramatique, inhumaine, et on ne sait pas ça va nous amener vers où. On est dans la phase d'attente qu'on passe à une phase pire et une phase plus catastrophique, et c'est ça ce qui est très stressant et très inquiétant. Alors, en ce qui concerne cette question, il faut le diviser en deux. Il y a la partie qui concerne les musées et la partie qui concerne les sites archéologiques. Alors, les musées. Alors, il y a eu des dégâts concernant les musées et il y a eu des pillages, mais c'était relativement ponctuel. Ce que je sais, que le musée de Homs, par exemple, qui se trouve presque au centre de la ville, et qui est pas très loin des zones des hostilités, a connu un pillage, mais je ne sais pas jusqu'à quel degré. La même chose concernant le musée de Daraa, où il y a eu quelques problèmes, mais en tout cas, c'est pas très grave. D'une manière générale, les musées jusqu'à maintenant sont à l'abri de grands pillages. Mais ce qui est le plus catastrophique, c'est les sites archéologiques. Alors,
Dans les sites archéologiques, il y a deux types de sites. Les sites fouillés par des missions où on a une documentation, on sait il s'agit de quoi, et des sites non fouillés. Alors, je peux vous parler des sites fouillés parce que les sites non fouillés, on ne sait pas quel type de catastrophe qu'on peut imaginer pour un pillage. Mais en ce qui concerne les sites fouillés, les catastrophes sont totales dans certaines zones. Et là, j'indique deux zones particulièrement. D'abord, la zone qui se trouve à la frontière irakienne et qui touche directement les deux fameux sites de Tal Hariri Mari et de Dura Oropos. Alors là, il paraît qu'il y a des équipes de professionnels qui creusent et qui sont protégés par l'armée et qui sont totalement hors contrôle. Par contre, les autres sites qui se trouvent à l'intérieur, quand je parle de l'intérieur, ça veut dire de la région de Hama et d'Alep, alors j'ai entendu parler qu'il y a eu des pillages et des travaux de fouilles clandestines à Tal Mardikh Ebla, la fameuse fouille italienne, et les journaux américains, International Herald Tribune, a publié récemment un article là-dessus. Mais ce qui reste très catastrophique, c'est les zones des villes mortes, qui est sorti du contrôle de la Direction générale des Antiquités depuis les débuts des hostilités. Et là, c'est dramatique ce qui se passe là-bas, avec la destruction de l'ensemble des monuments religieux qui datent de la fin de la période romaine et de la période byzantine, et le pillage des éléments d'architecture et l'ensemble des travaux de fouilles clandestines. Celui qui va piller, il va piller un site où il y a des objets, là où il peut espérer trouver une marchandise pour la vendre. C'est pour cela, alors, il ne va pas piller un site préhistorique, néolithique, parce qu'il va trouver des silex qui n'intéressent pas tellement le marché international. Il va piller des sites là où on trouve des objets. Ça veut dire, Mari, c'est un cas spectaculaire. Il va trouver des statues, il va trouver des dépôts de fondations, il va trouver toutes sortes d'objets qui fait suite un petit peu à ce qu'ils ont trouvé déjà dans les fouilles et qui se trouvent un petit peu partout dans les musées qui sortent de l'Irak. C'est pour cela, alors, ils cherchent les sites là où on peut trouver des objets qui pourraient être vendus facilement et qui attirent une clientèle. Alors, l'information que je possède, c'est qu'il y a eu des dégâts. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau les dégâts, parce que je n'ai pas eu des informations précises. Mais ce qui est sûr, qu'à un certain moment, l'armée libre a occupé le site et il l'a transformé en une, je ne peux pas dire base militaire, mais une base logistique. C'est pour cela l'armée gouvernementale a riposté et il l'a attaqué. Alors je ne sais pas dans quel degré de violence, mais il l'a attaqué. Et il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. J'ai rencontré un grand architecte spécialiste des citadelles et des sites de ce type qui a justement travaillé au Krach des Chevaliers les dernières années. Il est de Luxembourg. Et il m'a assuré que les relevés qu'ils l'ont pris permet de reconstituer le site tel quel. C'est un résultat fantastique et j'étais avec lui il y a 2 semaines et il m'a rassuré qu'il a les plans, il a tout et même il nous a communiqué ces plans et je suis un petit peu soulagé. Au moins on a une documentation, je peux dire, parfaite pour ce site unique dans le monde. D'abord, il y a des équipes qui appartiennent à la mafia internationale, ça c'est sûr. Alors, d'où vient, qui facilite leur entrée en Syrie, ça j'ignore complètement. Mais ce qui est sûr que pour le pillage des 2 sites de Mari Tal Hariri et de Dura Oropos, ce sont des professionnels qui ont passé de l'Irak.
Ça, c'est sûr et certain. Tandis que ce qui se passe, par exemple, à Palmyre, on a vu dans les médias des photos, là, on voit des soldats syriens de l'armée régulière qui tiennent des statues, des bustes, des choses comme ça. Alors ça, on ne peut pas dire que c'est pas... Mais je ne sais pas, est-ce qu'ils ont réalisé des fouilles clandestines ou il y a eu un pillage qu'ils ont récupéré. Alors les photos ne peuvent pas nous donner des informations, mais ce sont de l'armée régulière qui tient des statues, des bustes. Et du côté de l'intérieur, et surtout la région du massif calcaire et la région d'Apamé, ça, les équipes ils étaient déjà là avant les événements. Et Apamé était toujours sujet de fouilles clandestines. C'est pour cela, alors, ce sont des équipes ou une équipe locale qui travaille et qui transite comme dans le temps les antiquités via Beyrouth, via la Turquie. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est Mari, le cas de Mari et de Dura Oropos, là où il y a des équipes de professionnels qui pillent la surface. Et j'ai demandé des photos satellites pour les consulter, voir récemment quelle est la surface de sites comme Mari. J'espère pas que elle va trouver le même destin que Larsa, que Nippur et Izin, où on a une surface lunaire remplie de trous des pilleurs. Le site de Mari, normalement, il est dans une zone contrôlée par l'armée libre. Et la même chose pour Dura Oropos, mais ça dépend les jours et ça dépend la situation. Je ne sais pas, il y a une semaine, c'était les informations qui passent que c'est contrôle direct de l'armée libre. Alors l'armée libre, il ne va pas protéger les antiquités. C'est pour cela, c'est une armée dans l'armée qui protège les pilleurs et qui encercle le site, d'après ce que j'ai compris, parce que même le gardien, il n'ose pas, ou les gardiens, ils n'osent pas rentrer, voir et envoyer des photos, au moins de dire il y a eu telle chose ou telle chose. C'est pour cela, alors la zone est hors contrôle gouvernemental, ça c'est sûr. Et elle est au moins dans le périphérie du site, contrôlée par la bande qui protège les pilleurs. Ça, je ne peux pas vous dire, vraiment, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire que les équipes des fouilles clandestines existaient en Syrie avant. Cela veut dire qu'il y avait des équipes dans le sud, dans le massif calcaire. Toujours la direction reçoit des informations qu'il y a eu des pillages ici, des pillages ici. C'est pour cela, est-ce que maintenant ces gens travaillent pour l'armée libre, pour l'armée qui oppose le régime? Alors ça, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais je ne pense pas que c'est si facile d'acquérir des antiquités et de les vendre directement pour avoir l'argent pour acheter des armements. C'est un processus qui prend un temps énorme avant de pouvoir vendre les antiquités et avoir l'argent des antiquités. Ça prend pas, c'est pas un accord qu'on peut conclure au bout de 24 heures et on peut faire l'affaire. Disons, vraiment le côté militaire, moi, je ne le maîtrise pas tout à fait, mais je pense que la situation est bien compliquée, qu'on ne peut pas dire que cette partie est pour cette partie où elle va recevoir l'armement et trafique les antiquités. La situation est nettement plus compliquée parce que à l'intérieur de l'armée libre, il y a plusieurs courants. Et même des courants qu'on ne peut pas appeler l'armée libre, c'est les extrêmes les islamistes qui sont là, qui sont infiltrés. Tout ça, alors vraiment je ne maîtrise pas tout à fait pour vous donner une idée claire et une idée ponctuelle sur cette question, mais ce sera, disons, très regrettable.
J'ai quelques pistes, disons, c'est toujours, on pense à la Suisse, que les choses passent à la Suisse, mais peut-être il y a d'autres destinations, mais ce qui est sûr que les grands musées, comme le British Museum, comme le Louvre, comme le Vorderasiatische Museum ou le Metropolitan, il ne va pas acquérir ce type des objets. Ça va passer dans les petits musées, surtout américains et peut-être européens. Et là, ce sera incontrôlable. C'est comme le cas de l'Irak. En ce moment, on commence à s'apercevoir qu'il y a eu des antiquités qui ont passé et qui sont dans des musées américains et même dans des musées européens. Mais les grands musées toujours refusent ce type de trafic et ils évitent de faire des achats concernant les collections qui viennent des fouilles clandestines directement, surtout dans un pays en cas de guerre ou d'instabilité. Moi, je ne pense pas qu'à ce niveau. Peut-être il y a certains trafics qui passent par la Jordanie, mais la Jordanie n'a jamais été un lieu de trafic pour les antiquités syriennes, ou bien même pour les antiquités irakiennes dans le temps. C'est plutôt le Liban, c'est plutôt la Turquie, c'est plutôt, disons, à partir du Liban, de la Turquie, on passe vers l'Europe et surtout vers Genève. Disons Amman, j'ai des doutes, mais peut-être il y a alors là des voies et des pistes qui sont hors de la loi, même en Jordanie. Ça, c'est lamentable. Ça, c'est une notion de banalité de l'histoire, parce que l'histoire et l'archéologie, comme vous le savez, c'est pas l'objet, c'est le contexte de l'objet, c'est l'objet lié à l'humain, lié à la construction, au niveau. C'est pour cela. Alors, ça n'a rien du tout c'est du banalité absolue, même c'est désastreux ce qu'ils disent, disons, pour assurer. Il y a d'autres possibilités pour assurer la vie des hommes. Mais ça, c'est une banalité absolue. Et ça se voit. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur sur. C'est quoi la notion de l'archéologie? La notion de l'archéologie, c'est trouver l'humain. Et l'humain et l'homme dans sa humanité, c'est pas l'objet. C'est l'objet, et à travers l'objet, le contexte général de découverte, le contexte général. Il y a l'aspect spirituel, l'aspect symbolique et l'aspect, si vous voulez, économique, tout ça. Alors ça, on ne peut pas le voir si on a un objet sans contexte. Il y a toujours des risques. Par exemple, à Palmyre, si jamais les événements vont tourner, et il y aura un accrochage dans les zones des antiquités, ça va partir. Récemment, il y a 2-3 jours, j'ai entendu parler que le minaret de la mosquée Al-Omari à Daraa a été sauté. J'ai pas vu les photos, mais on m'a dit qu'il y a eu des dégâts terribles. C'est pour cela. Alors ça, il faut pas, disons, il faut envisager tout. Le pire. Ça, c'est quelque chose, la guerre est ouverte et tout est permis pour que chacun des deux côtés réalise ses buts. Alors, c'est pour cela, ils s'en foutent complètement quand il y a... à Homs, ils ont détruit toutes les églises dans la vieille ville, et même les mosquées, et certaines mosquées datent de la période mamelouk. Disons, au moins la phase de construction de la période mamelouk. Et il y a la fameuse église grecque orthodoxe date même de la période byzantine tardive. Vous voyez, alors tout est pratiquement à plat. La grande mosquée de l'Arep a été encore en partie brûlée et détruite, et même les souks et certaines grandes écoles qui datent du période médiévale, tout ça. Alors, disons, on ne peut pas avoir une idée claire, vraiment. Il y a eu des dégâts à Alep, il y a eu des dégâts parce que voilà, c'est un cas où il y a eu un accrochage à l'intérieur de la vieille ville. Alors les dégâts, on ne peut pas savoir sur quel niveau, mais c'est des dégâts catastrophiques concernant le patrimoine des bâtiments syriens.
il y a des plans, il y a des études. La direction avait adopté dans les années, au début des 2000 et même avant, une politique de documentation, mais ça reste toujours, disons, la documentation reste incomplète. On ne peut pas avoir tout. On peut pas, et il faut dire encore les archives. Est-ce qu'un jour on va les conserver à Alep dans l'état actuel du conflit? Est-ce que le bâtiment du service des antiquités va être pillé, va être brûlé? Je ne sais pas. Dieu merci, jusqu'à maintenant il n'y a pas eu grande catastrophe, mais disons, il faut toujours attendre à une situation qui va dégénérer et on arrive à une situation catastrophique. J'ai travaillé pour la constitution de la liste rouge. La liste rouge, c'est destiné aux douaniers et aux personnes qui sont à la poste frontière pour un petit peu détecter que c'est un objet. Il pourrait être un objet syrien, parce que comme vous le savez, entre l'Irak et la Syrie, surtout par exemple un site comme Mari, qui est une civilisation syro-mésopotamienne, alors il y a très peu de différence entre ce qu'on trouve à Nippur et ce qu'on trouve à Mari. C'est pour cela qu'il est difficile de savoir, mais c'est un élément qui aide à détecter s'il y a une marchandise qui contient des antiquités, qu'il s'agit là des antiquités qui viennent de telle région ou telle région. Mais alors moi, à moyen terme et à long terme, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'on va récupérer énormément des antiquités pillées. Ça va être très difficile. Parce que déjà, ce qui a été pillé pendant la présence de l'autorité de l'État, on trouve des difficultés à récupérer et je pense que ce sera mission presque impossible. Moi-même, j'ai dirigé le service des fouilles pendant 11 ans et j'étais toujours favorable à accueillir des missions étrangères. Et à un certain moment, il y avait à peu près sur le terrain syrien 140 missions. Des missions syriennes, des missions conjointes et des missions étrangères, sans parler des missions de sauvetage et des missions préventives. Alors, ce que je regrette en ce moment, que la Syrie a facilité le travail de toutes les missions presque qui étaient capables de mener un travail scientifique, que la réaction de ces missions en ce moment, il n'est pas à la hauteur de certaines missions, je ne peux pas parler de tout, à la hauteur des catastrophes qu'on est en train de subir. Dans le futur, si vous voulez reprendre les activités, ce ne sera pas pour demain. Je ne pense pas avant quelques années, et il faut dire que l'urgence, quand on va reprendre des activités, ce ne sera pas l'urgence pour reprendre des activités de fouille. Il faut déjà rétablir le service des antiquités, essayer de convaincre l'ensemble du staff qui a quitté le pays et essayer de faire tout un inventaire systématique de dégâts et de l'état des lieux avant de recommencer des actions sur le terrain. Et l'action du terrain principale, ce sera la restauration. Là, on va avoir vraiment besoin des équipes pour commencer par un programme systématique, le travail de restauration et le travail de la constitution du staff, parce que ce qui va nous manquer, c'est le staff. La plupart des grands chercheurs ont quitté. Alors, ils ont quitté et ils ont trouvé un travail ailleurs et ils ne sont pas prêts à retourner dans les conditions actuelles et peut-être ils vont renoncer à retourner définitivement au pays. C'est pour cela, alors on va avoir un vide qui va nous donner la peine et des difficultés pour reprendre l'activité normale et revenir à la situation il y a 2 ans où on avait, comme je viens de vous dire, une quantité de missions et une collaboration internationale. Mais je répète que
certaines missions, ils n'étaient pas à la hauteur de la confiance qu'on leur a donnée, et ils ont lâché la Syrie, et ils ont lâché la direction des antiquités. Je ne dis pas, et je laisse la politique de côté. Chacun a sa position politique, chacun a sa position avec cette partie ou cette partie, mais finalement l'Antiquité est pour tout le monde, l'héritage est pour tout le monde, et il y avait certains devoirs pour ces missions, et il fallait vraiment être plus courageux, de prendre une décision pour au moins protéger et au moins aider la direction à protéger dans les limites de possible le patrimoine qui est en train de partir progressivement. Les institutions françaises passent, à mon avis, à un stade très avancé dans la collaboration et surtout de l'aide. Et je le précise là que l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, il est toujours prêt à intervenir à n'importe quel moment, et il a gardé toujours les contacts avec les autorités archéologiques du pays, et il essaie de l'aider, même de loin, avec un maximum de soutien. Et je pense que la France, c'est comme l'habitude, la France au niveau culturel, elle est toujours la première, elle va être présente et elle va contribuer efficacement à la reconstitution du pays et du patrimoine du pays.